Bonjour Étienne, est-ce que tu peux nous présenter les 3 vins qui pour toi représentent le mieux ton domaine? Oui, j'ai fait une sélection de 3 vins complètement différents. D'abord un Sylvaner en macération, Sylvaner rouge en macération. Ensuite un Riesling sur un de nos grands terroirs du village, Riesling Brauer-Barcle des Frères. Et pour finir un Gewürztraminer Ostenberg, un autre grand terroir du village. Alors pour commencer, Marguerite. Marguerite, notre seconde fille, est née en 2006. Et en 2006, nous avons également eu la possibilité de récolter notre première récolte de Sylvaner rouge à plus grande échelle. En 97, donc l'année après la création du domaine, j'ai fait une microvinification sur une vingtaine de pieds de Sylvaner rouge qu'on avait dans notre plus vieille parcelle. La microvinification était quand même plutôt difficile à suivre sur 10 litres. Par contre, extrêmement intéressant au niveau potentiel. Et là, on a décidé de multiplier, replanter une parcelle en 2003 et en 2006, macération. Macération pour obtenir quand même un rouge relativement clair. Alors, parfois j'ai du mal à le définir en tant que rosé ou en tant que rouge. Le but pour moi, c'est d'avoir un rouge léger, frais, mais qui a de la matière, ou alors en tant que rosé de soif, mais quand même avec de la structure, avec de la longueur et une acidité mûre. Ce que personnellement je reproche au rosé, c'est ce côté fluet, sans intérêt. Un rosé peut et doit être tout aussi structuré qu'un grand blanc ou qu'un grand rouge. Mais c'est un vin qu'on boira peut-être plutôt en été quand il fera chaud. Et donc cette fraîcheur est indispensable. Et le Sylvaner, de par son acidité, de par aussi ses tanins, qui sont souples quand le raisin est mûr, on arrive à faire quelque chose de très sympathique. J'allais te dire, en fait, Sylvaner à peau rouge, donc sur macération, c'est quand même quelque chose de relativement rare en Alsace. Qu'est-ce qui t'a donné l'idée? Est-ce que c'est le fait de l'avoir vu, l'envie de changer, ou c'est... Parce que c'est pas commun quand même. Non, c'est pas commun. Je pense qu'à l'ère où on va vers l'uniformisation des cépages à travers le monde, vers la plantation du merlot autour de nous, la plantation de Gewürztraminer dans le sud de la France, moi il me paraissait indispensable de revenir à nos origines, à se recentrer sur notre patrimoine ampélographique, et le Sylvaner rouge en fait partie. Il fait partie de bon nombre d'autres cépages qui devraient être réétudiés vraiment dans le but éventuellement de les réintégrer à terme dans l'AOC. Pourquoi est-ce que dans d'autres AOC on a cette ouverture alors qu'en Alsace on est plutôt sectaire à toute évolution? Le climat change, nos goûts changent aussi. Voilà, posons-nous les bonnes questions. Alors, peut-être je me trompe, mais en tout cas, le produit me paraît tout à fait intéressant. Voilà, nous sommes actuellement 4 producteurs en Alsace à avoir replanté ce Sylvaner rouge. J'en suis relativement fier, c'est un de mes bébés. Que d'autres vignerons pensent aussi à développer des cépages anciens. En plus, le Sylvaner rouge, chez nous, est vinifié en nature, c'est-à-dire sans sulfitage, sans filtration, partiellement vinifié en barrique, partiellement en cuve inox. Et là, on a vraiment l'impression d'avoir le noyau de cerise griotte, d'avoir la fraise un peu compotée ou bien mûr, un peu trop mûr. On a ce côté fruit facile. Le Sylvaner, on dit toujours qu'il y a ce côté herbe, ce côté végétal, mais quand il est bien mené, ça se concentre, ça se complexifie. Il y a aussi un côté foin de fleurs. Mais revenons au problème viticole, c'est vrai que ce cépage demande énormément d'attention, de suivi.
On fait actuellement un ébourgeonnage qui consiste à arracher les 3/4 des pousses ou des bourgeons. Et ensuite, on repasse des pulvéraisons pour couper les grappes de trop. On laisse une grappe par pouce et maximum 8 grappes par pied. C'est un suivi, ça demande du travail pour un sylvaner. Alors, est-ce que tout le monde est prêt à faire ce sacrifice pour ce produit? Je pense que ça en vaut la peine. Tu fais combien de bouteilles sur la dernière année? Je ne me rappelle jamais des chiffres. Peut-être juste rincer. Enfin, je vous laisse finir. C'est bon? Vous voulez que je répète ou refasse? Non, ça tourne en continu. Ah ouais. Nous, on fait pas ça. Non, vous allez couper. Non. Non? Non, tu verras. On verra nos têtes, on aura cette discussion. On fait une director's cut tout de suite. Merci. Donc le deuxième vin que j'aime bien mettre en avant, c'est le Riesling Broederbach Clos des Frères. C'est un coteau. Le Broederbach est un coteau qui était complètement à l'abandon il y a 25 ans. Mon père se rappelle encore de quelques parcelles de vignes qui étaient inaccessibles, accessibles par un sentier, par un chemin complètement délavé, très en pente, pas beaucoup de terre, très morcelé. Ensuite, la municipalité a aménagé un chemin correct, une construction d'une bâtisse sur le haut du coteau qui a quand même facilité l'accessibilité. Le désintérêt total des gens du village pour ce coteau, parce que trop en pente, et ça nous a donné la possibilité d'en acquérir une grande partie, mais la replantation a été très difficile, et mes premiers souvenirs sur le coteau, c'est défrichage, tronçonneuse, c'est vous récoltez des cerises dans des arbres qui faisaient 12 mètres de haut, c'était ramasser des pierres, ramasser des souches. On est en quelle année? Ça c'était dans les années 80-90. D'accord, ouais. Et ensuite, première plantation en 1995, 1996. Et ensuite, une remise en valeur. Et là, le Clos des Frères, c'était la première parcelle plantée en 95. Et j'avais construit mon premier mur en pierre sèche. Et durant ma vie d'étudiant, il me fallait un moyen de m'exprimer aussi physiquement. Et la taille de pierre a toujours quelque chose qui m'a beaucoup intéressé. Je trouve ça très joli, mais ça me permet encore maintenant de me libérer, de penser à rien. Il y a un sport qui m'attire aussi beaucoup, c'est la nage, c'est faire le poisson rouge, et se déstresser. Moi, c'est une situation qui a aussi des ondes très positives. Quand on y est, même si on y est pour travailler, on a une vue, on ressent quelque chose de très fort, et je trouve qu'un terroir, c'est aussi ça, c'est pas que le sol, l'exposition, c'est aussi ce qu'on y sent lorsqu'on y travaille. Et pour moi, c'est un endroit très positif, et c'est un terroir qui a déjà été connu d'après les premiers écrits des cours romaines et mérovingiennes dans le secteur, et ensuite également chez les frères, puisque Broederbach, ruisseau des frères, coule au bas de cette colline, d'où le Clos des Frères. C'est toute une histoire autour de l'église qui a géré ces terroirs jusqu'à la Révolution. Okay. Tu faisais allusion avant à ton père, peut-être nous parler un petit peu de l'histoire du domaine, justement. L'histoire du domaine est relativement récente, si on se limite à la vinification. Mes parents livraient le raisin à la coopérative, avaient pour but de faire du bon raisin. Ensuite, j'avais envie de m'exprimer
et de personnaliser un peu ce raisin par la vinification. Donc j'ai fait des études, je suis œnologue de formation de Dijon et j'avais surtout aussi envie de faire quelque chose de plus riche, de plus intéressant, et surtout j'avais aussi envie de faire connaître le secteur qui est parfois un peu méconnu, qu'on a tendance à oublier. Et je voulais prouver que dans l'extrémité nord de la route du vin, qu'on pouvait également faire quelque chose de bien et que nous avions également de grands terroirs à découvrir. Et le Broederbach, comme l'Ostenberg pour le troisième vin que je préparais tout à l'heure, ça fait partie des 2 grands terroirs du village. Okay. Alors le Riesling Broederbach, là on est toujours sur quelque chose de relativement limpide, avec quelques nuances jaune-or. Au nez, le grès a tendance à donner ce côté fruit, généreux, facile. C'est très charmeur au nez. On a même presque l'impression qu'on pourrait avoir un peu de sucre résiduel. En bouche, on part sur quelque chose de très droit, de tendu. Il y a du volume en bouche. C'est d'une finesse cristalline. Voilà, ça n'a pas ce côté rondelet qu'on aurait pu s'imaginer au nez. Il y a une pureté en bouche. Et ça, c'est aussi un des signes du grès. C'est cette pureté, cette droiture. C'est un Riesling que moi je préconise souvent sur tout ce qui est langoustine, crevettes, crabes, ou alors si on veut vraiment aller sur des plats aigres doux, en jouant sur le côté fruit, le côté frais, acide aussi de ces fruits dans les plats aigres doux. Ouais, c'est vrai. Ouais. Pour revenir sur le Sylvaner, l'été approche, je pense que ça ferait aussi un bon vin d'accompagnement avec l'été, donc tu proposeras avec quoi comme repas par exemple? Alors le rosé, effectivement, en Sylvaner, avec une tarte aux fruits, tarte aux griottes. J'avais pensé aux fruits justement. Ouais, on est forcément dans le pays des arbres fruitiers à Westhoffen, mais on a toujours cette envie de fraîcheur en été, mais aussi très bien sur... là, j'ai des amis qui nous ont ramené X plants de tomates qui sèment, issus de semences biodynamiques et autres. Donc là, on a une vingtaine de variétés de tomates. Mais tomates et ce style de vin, mais ça fait un repas et que de la fraîcheur et des saveurs qui se marient merveilleusement bien. Il nous fait quoi? Allez. Donc, ce troisième vin. Le troisième vin est le Gewürztraminer Ostenberg. Ostenberg, se situant à l'est du village, c'est un coteau plein sud, on est sur du Muschelkalk. C'était le grand coteau géré par une autre abbaye que le Broederbach. Donc les deux coteaux toujours un peu mis en concurrence. En définitive, les terroirs sont clairement différents de par leur géologie, de par leur influence de l'ouest ou de l'est. On y trouve toujours des vins extrêmement équilibrés, alors que ce soit en Riesling avec des épaules, de la matière mais avec une acidité calcaire sec qui passe tout droit, ou sur des Gewürztraminer hyper minéraux et malgré les 40-45 grammes de sucre qui ont su garder une verticalité et un équilibre. Et là, le Gewürztraminer Ostenberg 2016
2016, pour moi, ça rappelle quand même un millésime relativement difficile à cause du milieu, mais sur l'Ostenberg, on a quand même des sols qui drainent relativement bien. On est en très forte pente, donc ce terroir n'a pas été influencé par l'excès d'eau. Heureusement qu'on est relativement bien ventilé plein sud, donc les raisins ont très bien évolué et de toute façon l'arrière-saison était très bénéfique avec une maturation optimale. Est-ce que tu penses que, pour aborder un petit peu ta pratique culturelle, est-ce que tu penses que ta pratique culturelle favorise cette bonne tenue par rapport aux aléas climatiques? Oui, j'en suis persuadé. Je pense que la biodynamie n'a pas que pour seul but la biodiversité ou le respect de l'environnement. Elle a aussi pour but de donner des vins qui me ramènent plus de satisfaction, plus de plaisir. Et ce plaisir passe aussi par la structure, par le potentiel de garde. Et d'ailleurs, c'est, je pense, le premier rapport que j'ai eu avec les vins biodynamiques. Il y a 25 ans, malheureusement encore maintenant dans certaines écoles, la biodynamie est toujours considérée comme quelque chose de fait par les fainéants, par les rêveurs et par les cracras. Donc moi à mon époque, c'était il y a 25 ans, soit maintenant qu'on pense encore à ça, on est complètement déconnecté de la réalité, il faut se poser d'autres questions. Et ensuite, ce qui m'a rapproché de la biodynamie, c'est clairement la dégustation. Quand tu dégustes la première fois un vin biodynamique, sans le savoir, même en le sachant, en ayant une mauvaise image de la biodynamie, et quand on se dit « Waouh, punaise, ça c'est bon !» Là, il faut se poser des questions. Et on se dit, qu'est-ce qui se passe, pourquoi, comment. Et deuxième, troisième vin dans ce style-là, d'ailleurs c'était toujours des vins d'Alsace que j'ai goûté en biodynamique, qui m'ont fait réfléchir, qui m'ont fait évoluer. Et puis ensuite, on s'y intéresse et on se dit, mais pourquoi pas soi-même, et ensuite on fait des formations, et ensuite on essaye. Et une fois qu'on a trouvé sa voie, sa façon plausible d'appliquer, on signe. Voilà. Et ensuite... la vigne le rend bien, quoi. La vigne le rend bien, mais il ne faut surtout pas s'imaginer qu'en claquant des doigts, que ça se fasse d'une année à l'autre. C'est quelque chose qu'il faut avoir mûrement réfléchi, parce qu'il ne faut pas travailler la vigne en biodynamie comme on le fait en chimique. C'est une autre approche, c'est... Ouais. En tout cas, on a trouvé notre voie et avec le produit final, on en est pleinement convaincu. Voilà. C'est tout ce qui compte, des vins qui te ressemblent. Merci. L'Ostenberg en Gewürztraminer ne donne pas forcément des vins baroques sur l'opulence et sur la puissance. On aura toujours des Gewürztraminer plutôt tendus, parce qu'on a des pH, alors les chiffres, comme je le disais tout à l'heure, c'est pas vraiment fort, mais on a des pH quand même relativement acides vers les 3,3 pour un Gewürztraminer, 3,4 avec des acidités très élevées. Et avoir un peu de sucre, voilà, ce qui est souvent le cas lorsqu'on veut rentrer des raisins mûrs, mais en tout cas on aura toujours cette digestibilité, cet équilibre, ce côté reviens-y. Et en Gewürztraminer, c'est ce qu'on a parfois un peu oublié, perdu. Et là, ce style de Gewürztraminer, tout à l'heure on parlait de fruits, mais ça sur une salade de mangue, sur une salade d'ananas, ou alors carrément on laisse vieillir. Et là, cette semaine, on a ouvert un Gewürztraminer Ostenberg 2002. Waouh, aussi certainement avec 30-40 grammes de sucre. Tu nous as pas mis? Non, mais si tu peux, j'en cherche une. Et d'ailleurs, ouais, ce serait pas mal. Franchement, là, on se dit, on a de super vins de gastronomie qu'on a complètement oubliés. Effectivement, j'adore les Riesling, j'adore les Sylvaner et tout le reste, mais
Les Gewürztraminer ne sont peut-être plus à être considérés comme à être bu jeune. C'est peut-être des vins, clairement, à oublier 10 ans. Et lorsqu'ils sont bien faits, lorsqu'il y a de la structure et de l'acidité, waouh, 30-40 grammes, on ne les sent plus. Non. Et on a envie d'y revenir. Et en fait, c'est un client qui est venu avec des amis à lui pour me faire plaisir, m'a ramené une bouteille de Riesling Altenberg 2000 qu'on a débouché ensemble. Et dans la semaine, donc j'en ai ouverte d'autres. Et là, on se dit, ouais, wow, pourquoi est-ce qu'on n'y pense pas assez? Donc comme quoi, apprendre à oublier quand on peut. Oui.